Bienvenue dans ce 15e Café de l'INAS qui poursuit les cafés de l'INAS sur l'accompagnement des stagiaires, les cafés de l'INAS numéro 2 et 12, qui portaient sur le référentiel de compétences pour la formation des maîtres de stage. Alors, lors d'un stage, on sait que le stagiaire est accompagné par deux formateurs qui n'ont pas nécessairement vraiment le même statut, qui exercent des compétences qui sont différentes de celles d'un enseignant et qui sont complexes. Alors, ça ne va pas de soi d'accompagner un stagiaire et souvent, ils ont peu de préparation pour cette fonction. Alors, pour traiter de ces thématiques, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Colonesi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Olivier Mas. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Alors, Stéphane Colonesi a une longue carrière comme enseignant, comme instituteur primaire. Il est formateur d'enseignants à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Louvain-la-Neuve. Ses travaux de recherche portent sur les dispositifs de formation des enseignants et de l'enseignement-apprentissage du français. Olivier a également une longue carrière comme enseignant, maître de stage et superviseur en haute école. Et il travaille désormais à l'Université de Mons comme chargé de cours à l'école de formation des enseignants. Sa thèse de doctorat porte sur la modélisation du jugement évaluatif des superviseurs. Alors Stéphane, Olivier, pourquoi est-ce important de bien comprendre l'agir des maîtres de stage et des superviseurs ? Bien, merci Christophe pour ta question. Il nous paraît essentiel de replacer le stage dans le contexte qui est le sien. C'est devenu un élément incontournable de la formation initiale des enseignants, comme tu l'as dit. Et bien souvent, ce stage est accompagné dans une logique de modèle triadique, regroupant, comme tu l'as souligné, le maître de stage, l'enseignant de terrain qui accueille l'étudiant dans sa classe, mais également le superviseur. Et on sait finalement que ce travail d'accompagnement et d'évaluation n'est pas un allant de soi. C'est un autre métier pour lequel on n'est pas formé. Si je prends mon exemple en tant que maître assistant en haute école, j'ai avant tout été engagé sur base d'une expertise disciplinaire et je me suis vu attribuer par la suite des missions bien d'accompagnement, de supervision de stage. On pourrait développer une autre thématique aussi, de travaux de fin d'études, missions pour lesquelles je n'étais pas formé. Et donc, il nous paraît vraiment essentiel de venir questionner et documenter ces pratiques, d'une part pour développer la recherche, mais également pour soutenir la formation de ses collègues. Oui, et pour compléter, effectivement, on n'est pas formé, et à la fois quand on commence à pratiquer comme superviseur, comme maître de stage, on a peu d'occasions en fait de partager ces pratiques. Soit on a une situation compliquée, alors on va aller de manière plutôt informelle, mais je dirais que dans les institutions, il y a encore peu de temps et d'espace qui permettent de le faire. Alors la question c'était pourquoi c'est important de comprendre l'agir à la fois des maîtres de stage et des superviseurs. Mais comprendre l'agir, ça donne des balises à ceux qui se posent des questions, à ceux qui commencent. Ça permet d'avoir des indicateurs aussi pour discuter. Et je pense que c'est vraiment l'idée de pouvoir harmoniser en fait les pratiques d'accompagnement et de permettre aux accompagnateurs de pouvoir faire des choix dans les dilemmes et les tensions qu'ils rencontrent. De notre côté, on a fait plusieurs recherches, notamment en suivant des superviseurs dans les visites de stage, et on a regardé ce qu'ils faisaient tous. Ce qu'ils faisaient tous et quelles étaient leurs spécificités. Et donc ça a permis d'avoir des balises. Si je suis nouveau superviseur, en fait, qu'est-ce qui m'attend, comment je peux travailler, et puis quelles sont les tensions qui ont été exprimées par les superviseurs expérimentés pour pouvoir faire des choix. Alors c'est vrai qu'on manque de balises en Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans les textes de loi, il y a peu de balises. On travaille dans un contexte de grande liberté pédagogique. Et toi, Stéphane, avec tes collègues, vous avez identifié les postures, différentes postures que peuvent prendre un maître de stage et un superviseur, justement dans cette idée de fournir des balises aux personnes de terrain. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est ça. Et donc, c'était l'idée de dire quand on accompagne, il faut faire attention au contexte relationnel, il faut faire attention de mettre en évidence les talents de l'accompagné, il faut faire attention de pouvoir le faire connaître le milieu dans lequel il arrive. Et puis, il faut aussi pouvoir s'adapter aux besoins de l'accompagné. Alors, ce modèle, c'était ce pari-là, c'était de voir quelles sont les postures comme accompagnateur qu'on peut endosser pour pouvoir soutenir le stagiaire vraiment en fonction des difficultés qu'il a, des besoins, des objectifs spécifiques qu'il rencontre. Alors, si vous regardez le modèle, il est constitué en fait de 5 postures qui vont d'une implication très forte du maître de stage ou du superviseur, comme par exemple l'imposeur, c'est-à-dire qu'on va voir que le stagiaire a vraiment besoin qu'on lui donne une marche à suivre, quelque chose qu'on va lui
lui permettre d'avoir de manière étape, essaye ça, vers une implication plutôt forte du stagiaire, où il va vraiment prendre le lead, quoi. Et puis, au-delà de ces différentes postures, on a aussi remarqué que c'était intéressant d'avoir des différents types d'interventions en fonction de la direction qu'on veut donner au stagiaire, en fonction de la relation qu'on veut mettre avec lui, ou bien en fonction de la réflexivité qu'on veut développer. C'était le pari de ce modèle. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, sans qu'on développe tout le modèle, parce que dans les contraintes de temps, mais vous pouvez retrouver l'article sous la vidéo. Est-ce que tu peux nous donner juste un exemple, vraiment pour qu'on comprenne un peu comment on peut aussi adapter peut-être ces postures? Oui, mais donc si j'ai un étudiant qui va être complètement perdu pour démarrer une activité ou bien pour gérer la classe, et je vois vraiment que si je n'interviens pas dans une posture d'imposeur, l'étudiant peut être vraiment en abandon, quitter le métier ou quitter sa formation. Et donc, c'est cette posture d'imposeur qui va venir à moi. Imposeur, ça va être de dire, écoute, essaye ça, fais comme ça, suis cette manière de faire-là, qui va lui permettre d'agir. Sinon, effectivement, il est trop en situation de difficulté, quoi. Et je me doute qu'on ne garde pas toujours cette position-là, mais qu'on va varier en fonction des besoins du stagiaire. Effectivement, en fonction des besoins du stagiaire et en fonction de ce qu'il a envie aussi de réaliser comme objectif. Oui, tout à fait. Oui. D'accord, donc on voit qu'il y a un modèle intéressant. Et la question qu'on pourrait se poser, mais comment l'avez-vous conçu? Oui. Alors le modèle, c'est un pari de 3 pays, de 3 équipes en fait, qu'on voit apparaître là à l'écran, qui est porté par une équipe québécoise, une équipe suisse et puis une équipe en Belgique. Et puis l'idée, c'était de faire une recherche-développement, c'est-à-dire de constituer le modèle sous le principe de la recherche collaborative où les différents acteurs allaient collaborer. Et donc dans les différents pays, on a eu des maîtres de stage, des superviseurs, des étudiants et des chercheurs qui ont permis de mettre au point ce modèle. Alors c'est un modèle qui est apparu quand même avec plus de 6 années de travail. Et donc d'abord, on a fait une revue de la littérature, puis on a déterminé des premiers modèles hypothétiques, on a passé des questionnaires, on a suivi des personnes au travail, que ce soit des maîtres de stage, des superviseurs, et puis c'est sur la base de tout ce recueil de données qu'on a réussi à faire le modèle qu'on a ici présenté. Et puis c'est sur la base de ça qu'on a eu une dernière journée d'études. Et cette journée d'études, elle a rassemblé 66 personnes venant de l'éducation, venant du monde de la santé, venant des acteurs sociaux, pour nous assurer que ces postures-là, elles étaient bien utiles à la fois pour les maîtres de stage et à la fois pour les superviseurs. Donc c'était un modèle qui a été construit vraiment dans la durée. Donc on voit que c'est un modèle qui est issu d'un long travail de recherche, de formation avec les acteurs de terrain, Oui. et que les auditeurs pourront découvrir alors dans l'article. On espère, on leur conseille d'aller lire. Alors Olivier, toi, tes travaux portent sur la construction du jugement évaluatif du superviseur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Alors très rapidement, je pense qu'il est intéressant de fixer un petit peu le contexte. Comme tu l'as souligné dans la présentation, il s'agit de mon travail de recherche doctorale qui au départ a émergé de mes propres pratiques de superviseur. Je me posais beaucoup de questions quant à la façon d'accompagner les étudiants, quant à la façon de les évaluer, questionnements qui émergeaient aussi des pratiques de mes collègues. Et là, je me suis d'abord intéressé aux travaux menés par le GRAP, un groupe de recherche en accompagnement de pratiques professionnelles enseignantes, qui est un groupe de recherche collaborative rassemblant à la fois des acteurs de l'université et des praticiens-chercheurs venant des hautes écoles. Et c'est là finalement que j'ai rencontré Stéphane et Catherine Vagnonneau, qui sont devenus les promoteurs de ma thèse. Et c'était important pour moi d'être si bien accompagné. Et en fait, très rapidement, une première étude a mis en évidence que l'accompagnement n'était peut-être pas le questionnement principal des collègues, mais qu'on était davantage sur un questionnement autour de la question de l'évaluation, parce que cette question amenait une forme de tension entre accompagnement et évaluation. Tension qui a déjà été largement documentée dans la littérature. Et donc, tout doucement, on a glissé et précisé la problématique en déplaçant notre focale de l'accompagnement à l'évaluation. Et on a fait le choix de travailler sur les entretiens de coévaluation qui étaient partagés par quelques hautes écoles partenaires du GRAP. Simplement parce que quand on interrogeait les superviseurs sur ces tensions et ces difficultés qu'ils rencontraient, ils mettaient en évidence que la coévaluation était vraiment un moment qui cristallisait cette tension. Et donc ça nous a amené, à travers différentes études, à construire ce modèle. Alors tu le sais, puisque tu es en parcours doctoral aussi, on commence par une revue de la littérature qui est assez dense. Et puis, au cours d'une lecture, j'ai découvert le concept de jugement professionnel en évaluation.
qui dans un premier temps étant dans un contexte tout à fait externe à la formation initiale des enseignants, puisque c'était un concept mobilisé dans le cadre d'évaluation externe au niveau primaire et secondaire. Et je me suis dit, mais tiens, il y a peut-être un intérêt à creuser ce modèle et voir si finalement le jugement que l'on produit en tant que superviseur n'est pas un jugement professionnel en évaluation. Et donc, on a construit le dispositif de thèse et les études qui ont suivi autour de cette idée. Donc, on a une deuxième étude qui a cherché finalement à voir si le jugement produit rencontrait bien les caractéristiques du jugement professionnel en évaluation. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a essayé aussi de multiplier les outils de recueil de données. Il nous paraissait important d'être au plus près de l'activité réelle des superviseurs pour pouvoir débattre de cette question de l'évaluation. Et donc, on a travaillé sur base d'entretiens semi-directifs, on a travaillé sur base d'instructions au SOSI. Bien, demain, je dois te remplacer dans ta fonction, explique-moi un peu comment tu comptes faire. Et surtout, et je pense que c'est là que se trouvait l'intérêt de la démarche, on a travaillé sur base de traces objectivées. Donc, on a travaillé sur des vrais matériaux, des entretiens de coévaluation qui ont été enregistrés, transcrits. Et sur base de ces différents recueils de données, on a pu identifier finalement les caractéristiques principales du jugement porté par le superviseur. Alors, si on observe le modèle qui est affiché pour l'instant à l'écran, il y a d'abord un cadre qui a émergé de cette seconde étude où les collègues ont fait apparaître qu'avant même d'entrer dans une démarche de construction d'un jugement évaluatif, il est important de fixer le cadre de cet entretien de coévaluation. Il est important de fixer le cadre et il est important surtout de le faire respecter. Par exemple, s'assurer que tous les acteurs aient bien un temps de parole équivalent. Et puis, une autre caractéristique du jugement professionnel en évaluation, c'est le fait de pouvoir anticiper et apprécier les conséquences de la décision que l'on va prendre. Si on met un étudiant en échec pour ce stage, on met peut-être en péril son projet de formation. Et puis, on retrouve cette spirale orange, ce ressort un petit peu étiré. Eh bien, ça, c'est pour mettre en évidence la dimension itérative et dynamique du processus évaluatif. On ne porte pas un jugement à un moment précis de la coévaluation, mais on va vraiment être dans une logique de construction d'une série de jugements provisoires qui apparaissent sur cette boucle orange, au point 3, et ça passe à chaque fois par une prise d'information, une interprétation de ces informations à la lumière bien de plusieurs référentiels. Lucie Mottier-Lopez insiste beaucoup sur cette multiréférentialité, c'est-à-dire il y a d'une part le référentiel institutionnel qui est important, mais il y a également le référentiel de compétences, il y a l'expertise professionnelle et surtout un élément qui est apparu comme étant prégnant dans la thèse, la singularité, la prise en compte de cette singularité. Singularité qui peut être liée à l'étudiant, au profil de l'étudiant, mais également singularité du contexte de stage. Un contexte de stage n'est pas l'autre. Alors, on se rend compte que tout au long de l'entretien de coévaluation, le superviseur va produire une série de jugements d'appréciation provisoire qu'il va à un moment ramasser pour produire son jugement évaluatif final. Et vous voyez apparaître sur le modèle deux boucles bleues. Les deux boucles bleues, c'est justement quand un élément de singularité apparaît. Qu'est-ce que l'on fait ? On pourrait très bien décider en tant que superviseur de ne pas le prendre en compte et de rester sur la boucle orange. Mais là, l'étude des entretiens de coévaluation que l'on a réalisés montre que très clairement, les collègues superviseurs s'emparent et exploitent ces éléments de singularité. Ça nécessite qu'ils prennent des informations complémentaires dont ils ne disposent pas au départ, que ce soit dans les rapports, dans les échanges qu'ils ont avec les différents acteurs. Ça nécessite aussi de les interpréter à la lumière de nouveaux critères qui ne sont pas prévus sur la grille de départ. Et là, ça permet de produire un ajustement évaluatif. Et le jugement évaluatif final, le moment où on détermine la réussite ou non du stage, est un savant mélange de ces différents jugements d'appréciation provisoire et de ces ajustements évaluatifs. Qui en plus va après être discuté avec les autres superviseurs pour la note finale. Bien souvent, il y a effectivement encore une étape de régulation où les différentes diades qui étaient présents en coévaluation partagent le fruit de leurs échanges, partagent un profil de stage et essayent d'ajuster les cotes qui sont attribuées aux étudiants. Est-ce que tu pourrais nous préciser
ce que veut dire le terme coévaluation. Qu'est-ce qu'on entend par coévaluation? C'est vrai que c'est important, je ne l'ai pas précisé. C'est le fait de rassembler les différents acteurs de la triade dont nous parlions au début lors de l'introduction, en sachant que pour l'instant, en Belgique francophone, il est encore très difficile de permettre aux maîtres de stage d'assister physiquement à la coévaluation, mais il est présent dans le cadre de cette coévaluation à travers le rapport qu'il rédige durant le stage et à travers les échanges qu'il a avec le superviseur lors des entretiens chauds. Et donc, c'est également un moment où l'étudiant est présent, où on laisse une place à l'étudiant, où il est acteur de son évaluation sur base de l'auto-évaluation qu'il a produite, et également les 2 collègues superviseurs qui ont accompagné et visité l'étudiant durant le stage. Bien. Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi comment tu as procédé pour modéliser le jugement évaluatif? Tu l'as déjà brièvement expliqué, mais est-ce que tu pourrais nous préciser justement cela? Mais en fait, en cours de réflexion, le comité d'accompagnement a proposé que je me dirige vers une thèse à article. Et finalement, j'y ai vu un réel intérêt, c'est-à-dire que ça m'a permis de tracer le fil rouge de ma thèse. Et chaque étude amenait finalement l'étude suivante et le questionnement en lien avec l'étude suivante. Et donc, il y a vraiment eu cette dynamique intéressante. Dans une première étude, on s'est intéressé aux caractéristiques principales. On a vu, par exemple, que l'élément singularité était prégnant, était présent, alors que quand on interrogeait les collègues superviseurs, la plupart nous disaient non, moi les éléments de singularité, je ne les prends pas en compte, je veux rester objectif. Et on a vu d'ailleurs que ces éléments de singularité occupaient parfois un tiers dans l'entretien de coévaluation. Et donc on a consacré une étude uniquement à la prise en compte de ces éléments de singularité et à la modélisation de cet ajustement évaluatif. Donc ce qui maintenant est représenté dans le modèle par la spirale bleue. Une étude suivante a cherché finalement à mettre en évidence la dimension itérative du jugement et se rendre compte que sur base de 10 minutes d'entretien, eh bien, il y a déjà, je me souviens d'un entretien de coévaluation qui a servi de base à un article, 11 jugements provisoires qui sont produits. Et donc, c'est se rendre compte que finalement, le jugement n'est plus une étape en soi du processus évaluatif, mais est bien présent tout au long du processus évaluatif. Et donc, c'est vraiment cette dimension de construction pas à pas qui a été importante, accompagnée à chaque fois par mes promoteurs et les membres du comité d'accompagnement, mais également par les membres du GRAP. Donc, régulièrement, on revenait vers le GRAP pour avoir une forme de validation écologique de nos résultats. Et le modèle tel que je vous l'ai rapidement présenté, lui a émergé vraiment en toute fin de rédaction de thèse, en disant mais tiens, maintenant si on essaie justement de ramasser les résultats de ces différentes études, comment pourrions-nous les modéliser? Et on a fait le choix par la suite de publier un article qui se focalise justement sur la construction de ce modèle. Donc les auditeurs pourront découvrir ce modèle dans les publications qui seront renseignées sous la vidéo. Eh bien, je vous remercie Stéphane, Olivier. Stéphane, tu as présenté un modèle qui est peut-être un peu plus global de l'accompagnement du stagiaire par le maître de stage ou le superviseur. Et puis toi, Olivier, tu as pu te focaliser finalement sur ce jugement évaluatif, le processus pour arriver à l'évaluation du stagiaire dans le cadre de la coévaluation. Alors, je vous remercie tous les deux. Alors, c'est l'occasion aussi d'inviter les personnes qui regardent cette vidéo à une conférence et des ateliers qui auront lieu le 26 septembre 2023. La présentation de l'affiche est à l'écran, où nous aurons l'occasion d'accueillir Liliane Portelance du Québec, qui a travaillé une bonne partie de sa carrière sur la conception d'un référentiel de compétences pour la formation des maîtres de stage, qu'on appelle enseignants associés au Québec, et aussi de mettre en place un comité d'actualisation, parce que ce n'est pas le tout de créer un référentiel, mais tout l'intérêt est d'actualiser cette formation et qu'elle soit en plus concertée par les différentes universités, ce qu'on appelle donc le CIACRE, le comité interuniversitaire d'actualisation du cadre de référence. Et puis, on s'intéressera avec Liliane plus particulièrement à la collaboration, dont on a déjà pu un peu évoquer les contours aujourd'hui, entre maître de stage, superviseur et le concept très important de la triade. Et ces informations seront disponibles sur le site accompagnementprofessionnel.be. Voilà. Je vous remercie. Merci à toi. Merci également.